Salut, je m'appelle Claire et ici je mélange ma passion pour la lecture et le féminisme, la politique en général, l'histoire et bien d'autres choses. Parce que tout est lié, tout est politique et c'est ça qui me passionne. Au lieu de suivre une ligne droite toute tracée, je te propose plutôt à chaque fois de suivre un filament différent du mycélium. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. C'est du bon sens. Ça tombe sous le sens commun. Bien évidemment, ça va de soi, naturellement. Comme chacun sait, vous n'êtes pas sans savoir que, ou comme je l'ai lu récemment dans un livre qui se prétendait sérieux, de tout temps et dans toutes les cultures, ces phrases qu'on entend partout au quotidien, elles sont tout sauf anodines. Elles ont une fonction politique et sociale, d'autant plus dangereuse qu'elle est souvent inconsciente. Donc aujourd'hui, on va décortiquer le bon sens, puis on verra en quoi il occupe une place très sous-estimée dans notre culture. Pour le résumer en une phrase, les évidences non remises en question, ce sont des armes de domination. Ensuite, je te présenterai le concept d'hégémonie culturelle et quelques concepts importants comme la fenêtre d'Overton ou l'extrême centre. Donc, le bon sens. Dans cet épisode, précisons que je vais parler plutôt de bon sens, mais on pourrait aussi parler de sens commun. Je ne fais pas de distinction. Pour moi, sens commun, c'est plutôt la traduction littérale de common sense en anglais, qui veut dire bon sens. Donc déjà, c'est quoi ? Il faut travailler pour vivre. Tu verras quand tu seras grande, quand tu auras des enfants, quand tu gagneras de l'argent. Toi aussi, tu changeras d'avis. La vie est dure. Quand on veut, on peut. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il n'y a que deux sexes. C'est du bon sens, enfin! Ces proverbes et autres phrases toutes faites, on pourrait en citer 13 à la douzaine. Fondamentalement, un proverbe, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des expressions toutes faites, figées, transmises oralement depuis longtemps. Mais longtemps combien, ça, on ne sait pas, c'est bien le problème. Et ils visent à transmettre une sagesse populaire. Parce que c'était mieux avant, bien évidemment. Mais avant quoi, ça, on ne sait pas. Ces proverbes visent à rappeler des enseignements, absolument pas à susciter une discussion. Et c'est bien ça le problème. Ces formules clés en main permettent de perpétuer le statu quo sans même y réfléchir. Le bon sens, c'est l'ordre. C'est aussi fataliste. C'est comme ça, de toute façon, qu'est-ce que tu veux y faire ? On va pas changer le monde. Alors pas avec cette attitude, c'est clair. Le bon sens, il est vu comme rationnel. Et on a déjà parlé ici à plusieurs reprises de ce danger qu'il y a à s'arrêter à la rationalité, ou en tout cas ce qu'on perçoit comme tel, sans chercher plus loin. Le bon sens, c'est le reflet de la tradition. Et oh t'inquiète, la tradition, on finira par faire un épisode dessus, il est dans les marmites. Mais pour le dire vite, et en citant Marion Zimmer Bradley dans 3 ou la trahison des dieux, il n'y a pas de pourquoi. Les traditions sont ce qu'elles sont, un point c'est tout. Elles n'ont besoin d'aucune explication. Les traditions ont pour vocation de figer une certaine idée du passé et se dérobent à toute remise en question, à toute contestation. Pour ne rien arranger, les traditions qu'on pense ancestrales ont souvent été plus ou moins inventées au XIXe siècle. Ce bon sens, il est partout. On baigne dedans depuis l'enfance, il est renforcé par les médias mainstream, l'école, l'éducation, le système judiciaire et tout. Inconsciemment, la plupart du temps, mais ça ne le rend pas moins efficace ou réel pour autant. Quand on ne questionne pas le sens commun, on est passive. On accepte de parler de guerre plutôt que de génocide en Palestine, par exemple. On est fataliste. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, j'ai dit que le bon sens permet de perpétuer le statu quo. Et je vais te l'expliquer en 3 grands exemples. D'abord, la famille. Ça, c'est une idée que j'avais croisée dans l'excellent podcast « Ou peut-être une nuit » qui décrypte l'inceste. Ces proverbes érigés en vérité générale, ils servent aussi à faire gober le patriarcat et les violences intrafamiliales, qui, comme le nom ne l'indique pas, sont masculines. Qui aime bien châtie bien, qui ne dit mot consent. On lave son linge sale en famille. L'homme propose, la femme dispose, bah voyons. Il faut souffrir pour être belle, mais à part ça, la féminité c'est naturel, on vous dit. Agir en bon père de famille, les femmes et les enfants d'abord. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Une gifle n'a jamais tué personne. Et bien sûr, tu croyais que t'allais y échapper ? Le masculin l'emporte sur le féminin.
Toutes ces phrases permettent de justifier les violences. Les personnes qui les disent ne peuvent pas penser autre chose, prendre du recul, remettre en question ses croyances. Parce que, spoiler alerte, quand on fait ça, quand on prend du recul, on arrête tout de suite de les utiliser. Je remets au passage une couche sur l'importance des combats féministes autour du langage pour transformer le récit, avoir le droit de parler et d'habiter la parole, dire le monde tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait nous le faire croire. Oui, je suis en train de parler de langue inclusive, entre autres, et non, il ne faut pas continuer à dire qu'il y a des combats plus importants, encore une phrase de bon sens qui perpétue le statu quo. Autre exemple de bon sens qu'on ne questionne pas à moins de se retourner le cerveau, et si on se met à questionner ça, tout s'effondre, la nature. J'ai récemment lu L'écologie des autres, l'anthropologie et la question de la nature de Philippe Descola, que je ne recommande pas forcément, pas du tout parce qu'il est pas bien, il est génial, mais si tu n'as pas des bases en anthropologie, comme moi, tu risques de ramer sévère parce que c'est dense. Donc à côté, en description, je te mettrai aussi une interview très intéressante et plus accessible de Descola, mais bref. L'anthropologue et philosophe nous explique que la nature, telle que toi, moi, on la conçoit, est une abstraction, un concept apparu en Europe à la Renaissance, et que c'est loin, très loin, d'être la seule façon de concevoir le monde. Tout notre rapport à la nature, la façon de classer le vivant, de le considérer, tombe sous le coup du bon sens. C'est en autopilote, ce n'est pas conscientisé, et donc ce n'est pas questionné. Et dans l'interview que donc je te recommande en description, avec son co-auteur Alessandro Pignocchi, Descola nous parle aussi à sa manière de bon sens. Pour être capable de vraiment comprendre une idée, il faut être capable de penser son contraire. Sinon, on ne fait qu'enchaîner les évidences. Et il cite une phrase de Bourdieu. « Quand le monde va pour soi, il va de soi. » Qu'est-ce que ça veut dire ça ? On a vu que le bon sens, on ne le questionne pas, donc on ne se demande pas à qui profite le crime. Quand le bon sens va dans ton sens, tu n'as aucune raison de chercher autre chose. C'est pour ça, par exemple, que je n'écoute pas par principe les mecs qui m'expliquent que c'est pas grave si le masculin l'emporte, ça ne change rien. Parce que évidemment que t'as aucune raison de questionner ce bon sens. C'est pas ça qui va me convaincre pour autant. Alors une question qui peut être importante à te poser, qu'est-ce qui pour toi va de soi dans la vie ? Et est-ce que tu serais capable d'envisager le contraire ? Troisième exemple, le travail. Est-ce qu'on se dit « Les jeunes de nos jours n'arrivent plus à s'adapter au monde de l'entreprise, c'est une catastrophe. Moi, de mon temps, on bossait dur, comment on va faire ? L'avenir est foutu. » Ou est-ce qu'on arrive à prendre le contre-pied, imaginer autre chose ? Il y a 50 ans, les conditions de travail étaient très différentes, la rémunération aussi. Est-ce que le problème, ce sont les gens, ici, les jeunes, ou les cadences de travail imposées ? Les jeunes ou le concept même de ressources humaines. En jeu de rôle, quand tu considères les gens comme des ressources, on considère que tu es dans un alignement mauvais. Je dis ça, je dis rien. Considérer les gens comme des ressources, ça ne va pas du tout de soi. Par exemple, j'avais été choquée quand je ne sais plus quelle ponte de l'économie disait au bout de quelques mois de confinement en 2020 « Bon alors maintenant, il faut que l'activité économique reprenne ses droits ». Et ce qui m'avait choqué là-dedans, c'était pas la phrase du vieux conservateur économique, c'était de ne voir personne tiquer. Pardon, mais d'où l'activité économique a des droits maintenant ? Et surtout plus de droits que les humains. Il disait ça tellement sous le coin du bon sens que ça n'était pas questionné. Prenez-vous par la main, enfin ! Encore une phrase de bon sens qui est complètement stupide. Comme si on pouvait se prendre soi-même par la main. Ça ne veut rien dire. On prend quelqu'un d'autre par la main pour l'aider, la guider ou la faire se relever. En anglais, on a une expression équivalente qui amène à la même chose. Pick yourself by the bootstraps, qui était à la base une expression sarcastique pour parodier les discours conservateurs du travail. Mais que des gens ont fini par reprendre premier degré, comme si on pouvait se relever soi-même en se tirant soi-même par les bretelles. C'est ridicule. On a détourné une expression de solidarité en un truc individualiste et personne ne bronche. Pourtant, ce qu'on considère comme du bon sens, c'est culturel. Il n'y a pas de bon sens absolu ou universel.
Ce qu'on va juger comme du bon sens va dépendre de notre vision du monde, de notre philosophie, mais aussi de notre éducation. Toujours sur le travail, on nous martèle « il faut travailler pour vivre ». Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin de travailler, donc c'est pas vrai en soi. Il y a aussi des gens qui ne peuvent pas travailler. Si tu veux te frotter à ta vision du travail, je te recommande absolument l'épisode 12. Pour Antonio Gramsci, sens commun est un nom collectif comme langage. Ça veut dire que chaque personne a le sien, tout le monde n'a pas le même. Il n'y a pas un sens commun qui fait bloc. Et puisque je suis en train de te parler d'Antonio Gramsci, on va introduire un autre concept, probablement celui pour lequel il est le plus connu, l'hégémonie culturelle. Alors on va commencer par un peu de contexte et des définitions, ça me paraît essentiel. D'abord quelques mots sur Gramsci. Antonio Gramsci était un communiste italien qui a vécu de 1891 à 1937. Il a grandi en Sardaigne, dans un milieu rural, puis il a vécu à Turin où il découvre la vie urbaine et le capitalisme. En 1911, il a donc 20 ans. À l'époque, l'État-nation d'Italie est encore très jeune, puisque l'Italie a été unifiée en 1870. Et donc, il en étudie les effets, en tire des leçons. Il adhère au PCI, donc le Parti communiste italien, en 1921. Il fait des études de linguistique, de philosophie, il écrit. Il vit aussi un peu en Russie, puis prend la tête du PCI pendant la réaction fasciste. Il est arrêté, car opposant à Mussolini, en 1926. Il écrit beaucoup en prison, s'oppose de plus en plus à la bureaucratisation et à la stalinisation en URSS, et donc par ricochet au PCI qui lui est inféodé. Pour préparer cet épisode, j'ai lu L'hégémonie culturelle, qui est plutôt une anthologie de ses textes, notamment ses carnets de prison, qui est paru en 2024. Et donc les infos biographiques que je te livre ici sortent de l'excellente préface de contextualisation par Jean-Yves Frétigny et Baptiste Coleman. Donc, l'hégémonie culturelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que ça mange en hiver ? La version très courte, c'est que, pour Gramsci, la conquête du pouvoir passe aussi par la conquête de l'opinion publique. Il pense le changement non comme des grands soirs, mais une lutte culturelle et politique de longue haleine. Il théorise que le pouvoir ne peut pas se maintenir uniquement avec la force, il faut un consentement, même passif, de la population. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ça, là, maintenant, tout de suite. Parce qu'autant Gramsci est un peu délaissé par la gauche française, autant Marion Maréchal et ses potes ont très bien compris l'idée. Et on devrait sans doute pouvoir alimenter une ville en électricité avec Gramsci qui se retourne dans sa tombe. Aujourd'hui, tu entends peut-être plutôt parler du concept de fenêtre d'Overton. Un concept dont j'étais persuadée d'avoir déjà parlé sur le podcast, mais en fait non, alors on va caser ça là, pourquoi pas. La fenêtre d'Overton, ou fenêtre du discours, désigne le champ de ce qui est acceptable pour l'opinion publique. Par exemple, ce qui est acceptable à la télé grand public. Cette fenêtre n'est pas fixe. Elle peut glisser vers la gauche ou vers la droite. Carrément à droite en ce moment d'ailleurs. Ces dernières années, des personnes ont contribué à son décalage à droite en promouvant dans des médias des discours extrêmement brutaux, racistes, transphobes, sexistes, pour rendre des idées un chouïa moins brutales, mais tout aussi nauséabondes comme raisonnables et acceptables en comparaison. Et petit à petit, ça glisse. Les idées suivent cette évolution. D'abord impensable, puis radical, puis acceptable, puis raisonnable, puis populaire, puis ça devient une politique publique. 2 exemples. L'avortement ou le droit de vote des femmes. D'abord c'était impensable, puis petit à petit c'est devenu une politique publique. Et ça marche tout pareil dans l'autre sens. L'esclavage, qui était une politique publique, le code noir, et est aujourd'hui impensable. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rien n'est jamais figé. Ça peut totalement bouger dans un sens ou dans un autre. Oui, ça peut être flippant. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on en vient à trouver LFI, ou même apparemment Dominique de Villepin, comme d'extrême gauche. Que la vraie extrême gauche est impensable dans le discours politique dominant, qu'on a ce soi-disant péril wokiste, qu'être pour l'égalité et la cantine gratuite, c'est un péril pour la nation, alors que le racisme c'est chill d'ailleurs, ce n'est pas vraiment du racisme, et est-ce que les vrais fascistes ça ne seraient pas les antifascistes ? Non, ça c'est parce que la fenêtre est très très à droite.
Avec une fenêtre très à gauche, le RN serait impensable et LFI passerait pour une gauche molle. Tout est relatif. Le fait que les médias soient possédés par des capitalistes d'extrême droite y est clairement pour quelque chose. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait tirer dans l'autre sens. Rendre le racisme inacceptable, j'en reviens pas de devoir dire ça, et, je sais pas moi, l'écriture inclusive ou la répartition des richesses populaires. Mais va falloir s'échauffer les bras parce que ça va pas être de la tarte. Maintenant qu'on a dit ça, revenons à Gramsci. L'hégémonie culturelle doit être pensée en parallèle des aspects politiques et économiques, c'est un tout. Toute révolution passe d'abord par une révolution du sens commun, des idées et des pratiques communément admises sans être remises en question, l'hégémonie. Gramsci parle de sens commun, pas de bon sens, mais tu commences à voir comment tout ce qu'on a dit sur le bon sens juste au-dessus peut s'intégrer ici. Le pouvoir doit donc être repris sur la culture autant que sur les institutions de pouvoir. Ce n'est pas un choix à faire. Je dirais même que, tout comme Bernard Friot dit que la bourgeoisie n'est pas forte parce qu'elle a de l'argent, mais parce qu'elle encadre le travail, épisode 12, elle est aussi forte parce qu'elle a l'hégémonie culturelle. Cette conquête de l'hégémonie se fait de plusieurs manières, notamment la lutte pour le monopole des organes de l'opinion publique, les journaux, les partis, le Parlement, pour éviter qu'on entende des voix dissonantes. Parce que l'opinion publique recèle toujours des voix différentes, c'est normal, l'opinion publique n'est pas une masse unifiée. La question c'est quelle part de l'opinion publique on entend. Les monopoles, notamment la presse, l'édition, sont un outil d'hégémonie. Bolloré ne se construit pas un empire médiatico-éditorial pour s'enrichir, ou parce que ça le fait triper. Il le fait pour acquérir une hégémonie culturelle. Voilà aussi pourquoi on voit sans arrêt les mêmes tautologues, éditorialistes et autres philosophes à la petite semaine dans les médias. Ils sont les garants de cette hégémonie culturelle. Jean-Michel Apathy qui, entre guillemets, retourne sa veste et se met à parler de la colonisation en Algérie, en s'appuyant sur des sources, mais en allant contre le bon sens commun. Ce n'était vraiment pas anodin. Qu'on parle de guerre d'Algérie plutôt que de colonisation, c'est pas anodin non plus. Et, toujours pas anodin qu'il ait été poussé vers la sortie récemment parce que l'hégémonie culturelle en prenait un coup. Deuxième axe d'action, en bon linguiste, Gramsci rappelle aussi l'importance du langage dans la conquête de l'hégémonie culturelle. Imposer ses mots pour imposer ses idées. Le langage n'est pas un tout uniforme, c'est aussi un nom collectif qui englobe plein de formes de langage différents. Le langage, c'est autant le français inclusif que le masculin générique. Autant le français des médias que celui dit des jeunes de banlieue. La question, c'est de savoir lequel on autorise, lequel on diabolise. Pourquoi je dis que les fascistes, ceux donc, rappelons-le encore une fois, que Gramsci a combattu jusqu'à la fin de sa vie, prennent des notes ? Parce que cette fois, ils ont très bien compris qu'ils n'imposeront pas uniquement leurs idées par la force. C'est tout l'objet de ce qu'on a appelé la dédiabolisation du FN. Pourquoi Macron s'est mis à canarder la moindre manifestation des Gilets jaunes à Sainte-Soline ? Parce qu'il n'a aucune hégémonie culturelle et que tout son pouvoir repose sur la force. Ce qui ne peut pas marcher sur le temps long. Alors voyons comment on peut utiliser ce concept d'hégémonie culturelle dans la pratique. On l'a vu, l'hégémonie culturelle passe par un travail sur le sens commun. Qu'est-ce qui est du bon sens ? Bosser de plus en plus dans des boulots qui n'ont plus aucun sens, pour un salaire réel de plus en plus ridicule, sans espoir de toucher une retraite ? Ou promouvoir un salaire à vie ? Oui, si t'es toujours pas allé écouter l'épisode 12, tu commences à être perdu, tu sais où il faut aller après pour comprendre. Donc est-ce qu'on promeut le salaire à vie et on change de modèle de société ? Autre exemple, on doit sans cesse rappeler que homme est aussi politique que femme, ni plus ni moins. Que blanc est aussi politique que noir, ni plus ni moins. Il faut lutter, pour expliquer ça, contre le bon sens des vieux patriarches conservateurs qui trouvent que c'est n'importe quoi de nos jours d'opposer tout le monde. Mais si on ne pense pas l'homme blanc comme politique, c'est parce qu'il est l'hégémonie culturelle. Il ne faudrait pas contester le genre binaire, le culte de la force et de la violence. Masculine, la violence. Parce que, de toute façon, on le voit bien, toutes les sociétés pacifistes ont toutes été éradiquées, il n'y a que la force qui marche. Ce discours ne révèle rien d'une réalité universelle de l'expérience humaine. Par contre, c'est un bon exemple d'hégémonie culturelle qui nous pousse à consentir à la violence, consentir à ce qu'une poignée d'hommes prenne la planète en otage.
On embrasse au passage les commentaires Instagram, source inépuisable d'exemples d'hégémonie culturelle. Parce qu'au lieu de s'arrêter à ce constat, on pourrait se dire que, oui, mais toutes les sociétés finissent par disparaître ou évoluer, même celles qui prônent la force, cet argument ne tient pas. Ou alors, on pourrait se dire que, ok, même si là tout de suite c'est vrai, on est dans une société violente, on n'y peut rien, ils sont trop forts, on n'est pas non plus obligé de se soumettre passivement, on n'est pas obligé de se résigner, on n'est pas obligé de soutenir. Parce que comme pour gouverner la force ne suffit pas, l'acceptation passive et non remise en question est très efficace. Passive et non remise en question. C'est pour ça que c'est un danger pour l'hégémonie actuelle de questionner le genre, le rapport au travail ou au vivant, la loi du plus fort, le fait de chercher d'autres modèles, finalement tout ce dont on parlait dans l'épisode 25, Péril mortel et fin du monde. J'aurais aimé avoir lu Gramsci quand j'ai écrit celui-là, mais c'est pas grave, on va le compléter maintenant. C'est pour ça que ceux qu'on appelle les wokistes sont dangereux. Parce que quand on fait ça, quand on se tient ce genre de discours, fondamentalement, 3 choses. On questionne publiquement l'hégémonie culturelle actuelle, on pousse pour en avoir une autre, et peut-être le plus important, ça fait que le bon sens général a de plus en plus de mal à être passif et non remis en question. C'est de plus en plus dur de faire semblant que, d'un côté, les personnes trans et non-binaires, et de l'autre, la colonisation, la culture du viol, le réchauffement climatique, n'existent pas. On est obligé de rejeter activement ces idées, c'est pour ça que c'est la foire aux paniques morales, ce qui marche beaucoup moins bien et demande beaucoup plus d'efforts que de les accepter passivement, sans réfléchir. C'est peut-être aussi comme ça qu'on peut expliquer la violence, la force exercée en réaction actuellement, la réaction fasciste qu'on voit partout, parce que le consentement passif ne suffit plus et s'érode. Le monde n'allait pas mieux il y a 20 ans quand on ne parlait pas autant de ces sujets. Mais il n'y avait pas besoin de violence aussi brutale quand les gens baissaient la tête et consentaient en masse, quand on n'entendait pas, publiquement, de discours contradictoires. Pour connaître l'hégémonie culturelle actuelle, regarde de quoi on a le droit de parler. Dans les médias mainstream, les conversations classiques, je précise. J'exclus ici totalement la presse engagée type Blast ou les échanges dans les squats autogérés qui échappent complètement à l'hégémonie culturelle et poussent pour faire bouger la leur. Donc, dans les trucs mainstream, on va limiter le champ des opinions acceptables. On ne peut débattre que dans ces clous-là. Dès que tu essayes d'expliquer autre chose, plus personne ne t'écoute, Pascal Praud te hurle dessus. Que ce soit le salaire à vie, l'écriture inclusive, l'écologie, l'antiracisme, l'inceste, la colonisation, le congé menstruel, l'omniprésence de la voiture, le génocide en Palestine ou au Congo, le fascisme. Et on pourrait continuer la liste longtemps, j'imagine. Tous ces sujets, on n'en parle pas, ou en tout cas, certainement pas honnêtement et sérieusement, dans l'espace public mainstream. Alors que le grand remplacement, les périls mortels en tout genre, l'urgence civilisationnelle du Burkini, la défense de ces pauvres acteurs victimes du tribunal médiatico-féministe, les hordes de migrants qui viennent tirer le pain de la bouche des bons Français, ça va. Ce sont des sujets de débat acceptables. Et j'espère que vous avez entendu le sarcasme dans ma voix. Quand je dis tout ça, je vais aller me laver la bouche. Bon, tout ça, en soi, ça n'a rien d'objectif ou de rationnel, mais ça en dit long du discours qui est hégémonique chez nous. Dans la pratique, pour passer une mesure non populaire, on va d'abord préparer l'opinion publique. Par exemple, pour faire passer des lois sur la retraite, on va d'abord te bombarder d'informations bidons sur la dette, les caisses sont vides, il n'y a pas d'alternative. Et de quoi tu te plains, c'est pire ailleurs. Comme ça, tu consens parce que c'est raisonnable. Et c'est bien d'être raisonnable. Ça non plus, on ne le conteste pas. Même si c'est absolument pas dans ton intérêt. Dernier exemple, la démocratie représentative, c'est la meilleure forme de démocratie. Que dis-je, la seule et unique. Oui, du tirage au sort, de la démocratie directe, qui sont des méthodes bien plus efficaces en fait. On sait pas, le bon sens ne nous dit pas, le bon sens n'en parle pas, le bon sens ne le pense pas. Donc je vais finir en parlant de dépolitisation, parce que l'hégémonie culturelle actuelle est à la dépolitisation. Et comme on dit, quand tu t'intéresses pas à la politique s'intéresse à toi. Cette dépolitisation permet à l'extrême centre
de prospérer. On va pas avoir le temps de développer trop l'extrême centre là, mais je vais te mettre une interview absolument passionnante sur le sujet et je vais la résumer très succinctement pour te donner envie de creuser. L'extrême centre, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Une politique qui repose sur 3 piliers. 1. Une rhétorique de la modération qui cherche à se poser au-dessus de la mêlée. 2. Le girouettisme. Légitimer la possibilité de changer d'avis au nom de la modération. Il n'y a pas de fidélité, c'est de l'opportunisme à gogo pour aller gratter des voix à gauche et à droite, soi-disant au nom des intérêts de la nation. Et 3. Un gouvernement par l'autoritarisme. On va contrôler le pouvoir législatif, imposer sa force et sa volonté, surutilisation du 49.3, des forces militaires et policières, etc. Bref, il faudrait être modéré, apolitique, comme ça on est plus objectif. Tous les extrêmes se valent, c'est bien connu, comme si la solidarité et le fascisme c'était la même chose. Et bien sûr, on ne pense pas l'extrême centre qui ne va pas de soi. Cette dépolitisation, ça permet de faire passer des idées éminemment politiques comme du consensus ou du bon sens, alors que c'est beaucoup plus complexe ou alors que d'autres idées existent, mais on n'en parle jamais. On pourrait citer l'exemple des éditorialistes économiques qui pensent tous pareil dans les grands médias, donc on ne peut pas discuter ou proposer autre chose. Tout le reste, c'est du populisme ou de l'utopisme naïf, bien évidemment. Ça permet aussi de faire oublier qu'avant, d'autres choses ont existé, ailleurs aussi. Et bien sûr, ça bloque tout changement. Alors pour conclure, questionner le bon sens, c'est entrer en dissidence. Bienvenue. C'est devenir la folle, l'hurluberlu que personne n'écoute, une utopiste complètement irréaliste. Parce que, si on fait comme ça, c'est pour une bonne raison, c'est du bon sens. J'ai envie de rappeler pour à peu près la milliardième fois l'un des messages clés de Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité de David Graeber et David Wengrow. Le gros problème actuel de l'humanité, c'est son manque d'imagination, son incapacité à voir au-delà du cadre imposé par le capitalisme pour inventer ou réinventer d'autres modes de fonctionnement. Et le bon sens est l'un des leviers de cette incapacité. Fort heureusement, on peut toujours réapprendre ça en commençant par repérer les points où on énonce des évidences sans s'en rendre compte. Ce qui est peut-être le plus difficile, j'en conviens. Tiens, par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. Et puis de toute façon, on ne pourrait pas s'en passer sous peine de revenir au troc, qui est un système d'arriérés, c'est bien connu. C'est normal de réformer les retraites, la santé, l'éducation, parce qu'il faut bien rembourser la dette. Sans oublier toute la rhétorique du libre marché, sinon c'est la porte ouverte au communisme, et le communisme c'est dangereux, c'est du bon sens tout ça. Dans le prochain épisode, qui arrivera sans doute plutôt dans 3 semaines au vu de mon planning, on verra ce que ça donne le bon sens quand on parle d'argent. En attendant, je te dis à la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode l'hégémonie culturelle d'Antonio Gramsci, Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité de David Graeber et David Wengrow, une vidéo YouTube en anglais qui m'a bien aidé à comprendre cette histoire de bon sens, The Fascism of Common Sense, le podcast Ou peut-être une nuit, l'écologie des autres, l'anthropologie et la question de la nature de Philippe Descola, ainsi que l'interview de Descola et Pignocchi par Paloma Moritz sur Blast, La nature n'existe pas, et La violence de l'extrême centre, le macronisme est une vieille recette, une interview de Pierre Cernat par la chaîne Élucide. Voilà pour le filament du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Tu peux soutenir le podcast sur Tipeee, ce qui m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres, mais aussi des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, tu peux lui mettre 5 étoiles pour aider d'autres à le découvrir. Merci beaucoup!